être en stage, environ 10 000 bénéficiaires cette année. Enfin, 1 000 bénéficiaires plutôt cette année, ce qui est en augmentation parce qu'il y a 2 ans, on était à 700. Et je me dois de dire que des efforts sont faits, même si j'ai dit tout à l'heure que l'emploi a besoin d'être financé. Et moi, je termine en disant que je serais heureux en sortant, en apprenant, n'est-ce pas, qu'à la fin de ce sommet, les chefs d'État aient pris des engagements en termes de pourcentage de budget à accorder à l'emploi. Il y va de notre sécurité, parce qu'on prend la défense, la sécurité, l'enseignement comme des priorités, la santé, on y ajoute l'emploi, mais au moment de répartir le camembert du budget, il y a la part infime qui est accordée à l'emploi. C'est un plaidoyer. C'est un plaidoyer et je nous prie, je vous sollicite, vous tous, pour nous accompagner. Je le dis, c'est une grenade découpée que nous avons en main. L'expérience béninoise peut-être servira d'exemple pour l'expérience africaine. Avant que vous n'ajoutiez un mot, nous irons d'abord voir une formation à l'intention des jeunes du continent qui ont été envoyés d'un peu partout à Malabo pour être formés. On ne sait pas quelles sont les ambitions de la jeunesse africaine, mais regardez à travers ce reportage de Hermès Baguidi, nous en saurons davantage pour revenir sur ce plateau et discuter un peu plus. Malabo accueille en marge du sommet des chefs d'État une formation des jeunes de l'Union africaine. Plus de 100 jeunes volontaires de plusieurs pays d'Afrique suivent depuis quelques jours différents modules de formation. Il nous a été demandé de l'organiser spécialement pour les États membres. Premièrement, pour qu'ils aient conscience de l'existence du programme, ce que nous avons fait. Deuxièmement, pour qu'il y ait davantage de jeunes qui aient connaissance du programme. Donc il était demandé à chaque État membre de l'Union africaine d'identifier 2 jeunes, une jeune fille et un jeune garçon, pour faire partie de cette formation. Et l'idée principale derrière est très politique, en ce sens qu'on le met à côté du sommet des chefs d'État. C'est ce que nous appelons en anglais le side event. Et c'est fait exprès parce que le sommet des chefs d'État va débattre de l'autonomisation des jeunes pour un développement durable. Et c'est le thème qui a été choisi pour ce sommet. Et ce n'est pas concevable que les chefs d'État se rassemblent et parlent des jeunes sans que les jeunes aient une certaine visibilité. Comme contenu de formation, nous avons 6 modules que nous appliquons. Il y a un module sur le leadership, il y a un module sur la communication, il y a un module sur la médiation en conflit, il y a un module sur les compétences professionnelles, il y a un module sur l'élaboration de projets, l'élaboration et la gestion du projet. À l'ouverture de cette formation, le président équato-guinéen, président en exercice de l'Union africaine, a souligné la nécessité pour les États africains de promouvoir et de renforcer le panafricanisme et la citoyenneté à travers la formation professionnelle des jeunes. S'inscrivant dans la même logique, la responsable de la formation lance un appel aux États. Les jeunes ont besoin de ressources pour se sentir concernés. Parce que s'ils ne sont pas formés, on ne peut pas leur demander de contribuer. Et pour qu'ils soient formés, il faut que nos États allouent le budget. Nous avons besoin que les États augmentent le budget des ministères en charge du développement des jeunes. Je ne dis pas les ministères du sport et de la culture. Je dis le ministère chargé du développement de la jeunesse, c'est-à-dire que les jeunes ne sont pas considérés comme sport et loisirs uniquement, mais c'est des acteurs de développement, c'est des partenaires du développement. Et sur cette base... En initiant cette formation, l'Union africaine entend aider les jeunes à se mettre véritablement au service de leur pays. Voilà, Didier Mexan-Diego, vous avez forcément votre répondant dans ce reportage. Tout à fait. La dame a dit qu'il faut que le gouvernement, d'abord, elle a bien fait de préciser qu'il faut que l'emploi soit en adéquation avec la formation professionnelle. Deuxièmement, il faut former les jeunes au leadership parce qu'ils ont besoin aussi de ça. Des fois, il y en a qui se comportent comme des gens qui sont sous un arbre, si l'emploi était un arbre, et ils attendent que le fruit tombe dans leurs mains. Non, il faut se débrouiller dès qu'on a les opportunités, il faut les saisir. Et troisièmement, tout ça là ne se fera pas sans des moyens financiers. Il faut que nos États se déterminent. Il faut que nos États se déterminent. Sachant très bien que l'emploi, comme vous l'avez dit, a été le premier sujet, l'effet Bouazizi en Tunisie, pour déclencher le printemps arabe. Tout à fait. Et je le disais,
malheureusement, il faut faire la comparaison. C'est un pays qui a un SPE, un service public de l'emploi performant, Mais qui, pourtant, ils en qui ont... sert de référence pour nous. Alors, c'est en fond que le proverbe existe. Je n'ai pas la traduction en français. Si ce qui arrive là-bas nous arrive, ça va nous bousiller totalement. C'est ça. Donc, il faut faire attention. Et je vais citer le cas du Sénégal. Si on a réussi cette rapide mobilisation, c'est au sein de la jeunesse. Au Maroc aussi, les gens font des efforts pour endiguer les vagues. Le roi y arrive, mais ça veut dire que c'est une vague qui nous inonde, nous tous. Nous devons faire attention. Docteur Sélégan. Mais attention, quand vous aurez un budget, vous en tant que directeur de la promotion de l'emploi, Oui. faites en sorte que cela ne soit pas politisé, que cela ne soit pas, le financement ne soit pas ceux qui sont de tel ou tel autre côté. Cela aussi compte. Très Enfin, bien. ça va. Oui, mais c'est le risque, si vous permettez. Hein. Oui. C'est le risque qu'on court quand on est à un poste de responsabilité comme celui-là. On ne va pas se cacher dans un champ d'arachide. Ça pousse jusque-là. Donc, on ne va pas dire que c'est faux. Non. Cette pression existe et existera toujours. Il nous revient de faire la part des choses. Il faut partir du fait que le jeune orienté vers vous, pas un homme politique, est avant tout un Béninois. S'il répond aux critères déjà, c'est important. Ce que vous allez nous demander, c'est que tous les bénéficiaires, il faut qu'ils répondent aux critères. Un. Et deuxièmement, il faut savoir faire la part des choses. En tant que responsable d'une organisation de la jeunesse où j'ai milité, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui se déterminent et nous avons choisi à l'ANPE d'aller vers toutes les organisations de jeunes. Vous nous verrez les jours à venir aller presque en campagne, aller leur présenter l'offre, j'allais dire la nouvelle offre de service de l'ANPE qui n'est pas très bien connue. Et je vous remercie pour votre remarque. Docteur Sélégan, nous avons vu ce qui s'est passé au Maroc, en Égypte. Ça a pris par la Tunisie. Actuellement, la Libye connaît une grave crise. Est-ce que nous n'allons pas vers une redéfinition de la carte politique de l'Afrique? Merci, monsieur le journaliste. Puisque la jeunesse est à l'honneur à Malabo, Oui. je voudrais donner quelques conseils à la jeunesse vis-à-vis de ce contexte de géopolitique. Puisque c'est sur la jeunesse que les politiciens s'appuient pour embraser leur pays et atteindre leurs objectifs. Et la jeunesse se meurt pensant que c'est leur intérêt. Il y a Emmaüs, il est le fondateur de Emmaüs, et l'abbé Pierre, il disait ceci: il n'y a que des hommes pour tuer des milliers d'entre eux pour la victoire d'un chef. Des hommes qui ne se connaissent pas s'entretuent. Sur l'ordre de chefs qui se connaissent et qui feront la paix en se serrant la main, un verre de champagne dans l'autre. Quand vous prenez toutes ces crises-là, on s'appuie sur la jeunesse. Ouais. Certains sont tués. Mais après, les gens feront un gouvernement d'union nationale. C'est très important et très capital pour votre gouvernement. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de la crise, en fait, du printemps arabe. Donc, il y a avant l'indépendance, des gens qui ont payé le prix fort. Après l'indépendance, je vais commencer par... Il y a eu des dévanciers comme Lumumba, Patrice Lumumba. On sait comment il est mort. Les services secrets français, américains, belges, comment ils l'ont assassiné. Le documentaire existe. Il y a même des confessions de certains ambassadeurs occidentaux pour dire comment cela s'est passé. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer pour chaque vision. Ça ne se passera pas sans heure. Et Lumumba, lui, disait, quand on devait l'assassiner, ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce, car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que de mourir dans la soumission et le mépris des principes sacrés. On a vu quelle a été sa fin. Ernest Wandé, au Cameroun, dira, le sang du patriote est une semence du patriotisme. Cabral, etc. Ceux-là ont... mais il y a un vivant qui est notre cher papa, qui disait ceci: there is no easy road to freedom anywhere, and many of us will have to walk through the valley of the shadow of death again and again before we reach the mountain top of our desire. Nulle part au monde, il n'y a de voie facile vers l'indépendance. Et beaucoup d'entre nous auront à marcher à travers la vallée de l'ombre de la mort, encore et encore, avant que nous n'atteignions
le sommet de la montagne de nos désirs. C'est Mandela. Donc, toutes ces preuves nous amènent à dire que nous voulons de l'emploi, nous voulons le développement. Mais ça ne va pas venir vers nous. Nous allons aller vers le développement. On ne développe pas, on se développe. On ne se fait pas développer, on se bat pour se développer. Ouais. Mais les défis auxquels l'Afrique est confrontée, le monde entier est confronté aujourd'hui, l'Afrique aussi l'est. Il y a 5 défis clés. Le défi de l'énergie, le défi de la mondialisation, la défense stratégique, parce qu'il faut protéger le développement de son pays. Il y a les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et enfin, il y a le réchauffement climatique qui menace toute l'humanité, même l'espèce humaine. Ces 5 défis, le monde est confronté, l'Afrique est confrontée. Comment devons-nous faire face à cela? C'est capital. Sur l'énergie, vous savez que le fleuve Congo, à lui seul, il n'y a pas à Djalala, il n'y a pas à Kosombo dedans. Le fleuve Congo, à lui seul, suffirait pour électrifier toute l'Afrique. Pourtant, nous baignons dans le délestage. Et il y en aurait encore assez pour en vendre à l'Occident. Le fleuve Congo, à lui seul. Et c'est de l'énergie saine, qui ne pollue pas. C'est ça. De 50 ans, qu'est-ce qu'on en a fait? Lorsque nous prenons le contexte de la mondialisation, j'ai déjà dit que dans les OMD, nous, on nous a classés dans, vous n'avez pas droit à l'industrie, faites le commerce, et c'est la part de l'Afrique dans le commerce international est moins de 2%, malgré toutes les richesses du sous-sol qu'on a. L'uranium est à notre portée. Deuxième producteur au monde, c'est le Niger. La France vient chercher cet uranium, et la France devient, à travers Areva, le pays qui vend de l'uranium à la Chine et au monde entier. Vous comprenez ce que je dis? La France n'a même pas un demi-verre de pétrole, ni 1 gramme d'uranium de richesse du sous-sol. Mais c'est la France qui vient nous commanditer. En fait, c'est l'Afrique qui finance le développement de l'Occident et non pas l'inverse, peut-être qu'on nous le fait. Souhaiterait. Heribert Abel Adjovi, nous voyons la Libye, la Tunisie, le Soudan, le Maroc, la Côte d'Ivoire. L'Afrique a été secouée, parlant de géopolitique actuelle. Oui, je pense que beaucoup parleraient de révolution de velours, si on veut aller au terme plus ou moins utilisé dans les milieux, dans les cercles diplomatiques. Mais ce que je pense concrètement, c'est que nos dirigeants ont leurs responsabilités et l'extérieur également joue sa partition. Parce que dans tous ces pays dont vous parlez, c'est des dirigeants qui sont restés longtemps au pouvoir, ont, par rapport aux richesses du pays, distribué la manne pour que les gens se taisent, mais ça ne peut pas être de façon indéfinie. Et ces dirigeants-là avaient des rapports très étroits avec d'autres puissances, les puissances qui ont des intérêts dans ces pays-là, et ces valets locaux ont aidé ces puissances-là à avoir ce dont ils avaient besoin, c'est-à-dire les ressources de notre sol, de notre sous-sol. Et aujourd'hui, évidemment, ça ne peut pas continuer comme ça. Un jour arrive où ce qu'on a contenu durant tout le temps s'explose. Et c'est ce qui est arrivé en Tunisie, en Égypte. Nous parlons également aussi de la Libye, même si c'est un cas un peu différent, parce que par rapport, si on enlève la question de la liberté par rapport aux moyens qui sont mis à la disposition des jeunes dans un pays comme celui-là, la Libye, les gens ne travaillent pas, mais sont financés, tout ça. Donc je pense que ça ne répond pas exactement à cette géopolitique-là, mais ça répond à d'autres enjeux, parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas, aujourd'hui, toutes les puissances ont des problèmes. On parle de crise économique aiguë et on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'en sortir. Mais nous savons très bien, dans les normes étatiques, qu'il y a des pays, je ne veux pas donner de nom, où c'est lorsqu'on est engagé dans une guerre qu'on peut dépenser sans justifier devant le Parlement. Il y a des budgets pour cela. Donc lorsqu'on se retrouve le dos au mur, on peut alors entraîner des guerres dans d'autres régions, et notamment les pays en développement. Ça permet bien évidemment de renflouer les caisses au niveau des firmes d'armement, des firmes qui sont engagées dans ces genres de manœuvres. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Ça permet évidemment d'utiliser des budgets non justifiables, des fonds secrets, si on peut s'exprimer ainsi. Mais dans le même temps, regardez le comportement de l'Union africaine. L'Union africaine qui, dans le même temps, voudrait enlever les frontières des États, qui voudraient aller à faire disparaître les frontières, a permis qu'il y ait le Sud-Soudan. Est-ce qu'on ne va pas aller dans le même sens que Benghazi? Parce que finalement, si Kadhafi résiste, il résistera, c'est sûr que Benghazi finira par être un petit État dans la Libye.
Oui, bien sûr, mais le problème, c'est que lorsque vous parlez de Sud-Soudan, vous parlez du Soudan, vous parlez de Béchir, on a vu ce qui s'est passé avec les Noirs de la région. Oui. Donc ça pose un problème lorsque vous n'arrivez pas à vous entendre sur ces questions et que nous avons des chefs d'État, je ne dirais jamais irresponsables, mais des chefs d'État qui ne peuvent pas prendre leurs responsabilités face à des situations données. On ne peut arriver qu'à des résultats où on est amené à peut-être ne pas à se séparer lorsqu'on ne peut pas vraiment s'entendre. Mais au-delà, parce qu'on parlait de l'emploi aussi, si l'on veut gérer les choses, et c'est sur le plan continental, c'est déjà trop. Voyons déjà au niveau de la CEDEAO ce que nous faisons entre nous, le Bénin, le Niger, le Togo, le Ghana, le Nigeria, tout ça. Qu'est-ce que chaque pays peut apporter? Et qu'on peut avoir des projets intégrateurs, déjà au niveau de la sous-région. Si on arrive à réussir ce développement-là, on peut en arriver au cas continental. Mais lorsque on va se réunir seulement lors de grands sommets de l'Union africaine et peut-être développer des projets, je pense que si cela n'est pas intégré de façon concentrée, c'est-à-dire qu'on ne commence pas par le sous-régional pour aller un peu plus loin, ça va poser des problèmes. Parce que vous ne pouvez pas vous entendre entre Béninois, Togolais, Nigériens pour avoir des projets ensemble, par exemple en matière de chemin de fer, en matière de ressources vivrières. Est-ce que c'est le maïs que tel pays produit et il peut produire davantage pour permettre à ce que dans la sous-région ça puisse aller et qu'on puisse avoir des projets ensemble. Si on ne peut pas réussir ça, on ne peut pas dire sur le plan continental qu'on va faire quelque chose. Donc, il ne faut pas être hypocrite. Dans la résolution des crises, nous avons vu comment la crise ivoirienne, elle est arrivée avec... comment l'Union africaine a dû résoudre la crise ivoirienne. Quelles sont vos impressions sur cette résolution? Parce que d'autres disent que c'est une résolution à l'amiable. À l'amiable parce que des institutions, Barack Obama qui parle des institutions fortes, une institution donne gagnant quelqu'un, on dit non, il n'a pas gagné les élections. Toute la communauté internationale a finalement installé Ouattara. Je ne dis pas qu'il n'est pas président légitime, il est le président légitime. Quelles sont vos impressions sur toute la résolution de cette crise ivoirienne? Le débat intellectuel et juridique, si on le fait, on ne va jamais s'entendre en ce qui concerne la crise ivoirienne. Parce qu'au départ, il faut se dire que la résolution actuelle, celle qu'on a obtenue, d'une certaine manière, fragilise, heureusement que les autres pays n'ont pas suivi, pourrait fragiliser les cours constitutionnels. On est d'accord. Mais on vient de le dire que c'est La Fontaine qui l'a écrit, la raison du plus fort. Et toujours la meilleure, dit-on. Il faut réaliser. Et ça aussi, c'est de l'intelligence politique de réaliser que si on a des plus forts en face de soi, il faut savoir prendre acte de ça. Il faut être pertinent vis-à-vis de ça. La crise ivoirienne ne pouvait pas connaître autre issue. Et puis, soit dit entre nous, si Gbagbo gagnait, il me semble qu'il y aurait encore beaucoup d'effusion de sang. Donc, je ne dis pas, je vous ai dit au départ qu'il y a la force dans le monde, il n'y a pas forcément la justice dans le monde. Il se fait que plusieurs structures, plusieurs organismes et plusieurs pays puissants se sont mis d'un côté face à Laurent Gbagbo qui revendiquait une certaine légitimité. La réalité d'aujourd'hui, la réalité politique et la réalité des forces lui imposait une résolution à l'amiable, une négociation, ce qu'on n'a pas obtenu. Anecdote pour anecdote, il paraît que Barack Obama l'a appelé, il n'a pas décroché. Ouais. C'est l'homme le plus puissant du monde. Et ça, il y a des frustrations que les gens n'acceptent pas. Donc, pour revenir à ce que vous avez dit, à votre question, on ne pouvait pas s'attendre à une autre résolution. Je ne dirais pas si elle est juste ou pas, mais c'était la conséquence vu le rapport de force. Aujourd'hui, le langage a changé un peu en Côte d'Ivoire, Dr Sélégan. On ne voudrait plus poursuivre Gbagbo parce qu'il était président, qu'il a fait tuer. On le prend en tant que citoyen. C'est le langage qui est en train d'être évoqué actuellement en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes du même avis? Ou vous avez forcément une autre idée de la résolution de la crise ivoirienne? Je vais faire ce que je n'avais pas fait au début. Je remercie vraiment LC2, qui est mondial, de m'offrir ce plateau pour vous dire une vérité, ma part de vérité. Et attention, ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, ça n'arrive pas qu'aux autres. Lorsqu'on bombardait Gbagbo, lorsqu'il y avait la crise, Kadhafi a dit bombarder la présidence, je vais reconduire ça en 3 jours. Oui. Maintenant, quand on est en train de bombarder Kadhafi,
les autres disent, allez-y. Bientôt, le tour de Wade va arriver. Ça dit, quand on est allé chercher... Il y a déjà le Burkina aussi qui est sérieusement... Quand on est allé chercher les fonds, j'ai dit que j'étais minant. Lorsqu'on est allé chercher les millions, j'ai dit que j'étais Roba. Quand on est allé chercher les Roba, j'ai dit que je suis de Dassa Dzoumé. Mais maintenant, quand on est parti chercher les gens de Dassa Dzoumé, il n'y avait plus personne pour venir à leur secours. C'est pourquoi, merci. Et pour mieux comprendre la crise en Côte d'Ivoire et ses conséquences sur la sous-région et le développement du Bénin, il faut comprendre. Je vais donner quelques pistes de réflexion. Je ne vais pas tout dire. Commençons par le Gabon. Les services secrets. Et le documentaire, je peux vous fournir ça. Tu peux venir copier et je vais vous documenter. Oui, je sais, le documentaire Infrarouge de France 3. C'est ça. Ouais. Qui, l'ancien chef service secret français, je ne dis pas membre de service, chef service secret français, ancien conseiller spécial de Chirac. Les deux ont dit à visage découvert qu'au Gabon, on a renversé les résultats. Mieux, c'est qu'au Gabon, sous le feu père Bongo, c'est sa femme qui était présidente de la Cour constitutionnelle. C'est lui qui jouait le rôle de notre Robert Dossou au Bénin. C'est son épouse. S'il dit que c'est gagné, c'est gagné. S'il dit que c'est perdu, c'est perdu. Ça n'avait jamais gêné l'Occident. Revenons maintenant en Guinée. En Guinée, celui qui a eu 18% a gagné celui qui a eu 44% au deuxième tour. Par quelle magie cela pouvait se poser? C'est parce qu'il a résisté et dit on a mal compté. Et en ce temps, les institutions internationales avaient déjà validé que le deuxième tour, on doit aller au deuxième tour. Il a résisté. Vous avez vu que les élections, le deuxième tour a duré... Mais docteur Sénégal, vous n'avez pas de preuves. Quand vous parlez de ça, vous n'avez pas de preuves. On n'a pas de preuves. Non, ce que je dis, c'est que 18%, il a gagné au deuxième tour celui qui a 44%. Non, il y a eu d'autres jeux, les jeux politiques, les jeux du deuxième tour, qui a porté Alpha Condé. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire par quel miracle. Mais c'est qu'il a dit qu'il faut recompter. Quand on a recompté, on a vu effectivement que le président de leur Sénat, et de notre Yononfou ici, son équivalent là-bas, qu'il avait truqué, qu'il avait volé des voix. Il a été démis. Ça veut dire quoi? Il a été démis et le jour il devait être jugé en France, le jour il devait être jugé à Conakry, il est mort en France. Oui. Je laisse ça à ceux qui peuvent faire des recherches. Comment il peut mourir comme ça. Parlons maintenant de la résolution de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Ouais. Pour mieux comprendre la Côte d'Ivoire, il faut se dire ceci. Moi, je veux balayer désormais du revers qui a gagné, qui n'a pas gagné. J'ai fait 7 ans d'exil politique en Côte d'Ivoire. Je connais Ouattara en tant qu'un bon gestionnaire. Je l'ai admiré, surtout sur la gestion des parcs automobiles en Côte d'Ivoire. Je l'ai admiré. Parce qu'il était même du côté de Oufouet. Pourtant, les gens de PDCI, il n'a pas fait de cadeau à ceux-là. C'est un bon gestionnaire. J'ai eu la grâce de connaître Babo. Le premier jour, il est venu, il a rencontré Oufouet. Oufouet l'a dit, l'oiseau revient toujours sur l'arbre. Donc, je connais cette histoire dont je vous parle. Mais le temps ne nous suffirait pas. J'ai dit, je vais laisser de côté qui a gagné, qui n'a pas gagné. Mais c'est que ceci, mon prédécesseur l'a déjà abordé. Si nous devons tenir compte de ce que notre cour constitutionnelle, nos cours constitutionnels vont être fragilisés. Si désormais c'est ce que Choya a dit, Choya est déjà parti, on l'a déjà enlevé. Et ce que les autres ont dit, qui vont primer sur ce que nous on dit, ça va être très grave. Mais voici la criminalité de l'Occident et de Sarkozy. Dans quel pays, pour faire partie un chef d'État, on fait embargo sur les médicaments? L'Union européenne dit, en Côte d'Ivoire, ils sont environ 20 millions. C'est 5 millions seulement qui ont voté. Ça veut dire que les 15 millions, même si vous êtes malade, même si vous êtes blessé, si vous voulez accoucher, vous n'avez pas droit aux médicaments. Ce que Sarkozy, dans sa politique, a tué en Côte d'Ivoire par manque de médicaments sont plus que les milliers qui sont tués à Douékoué. Oui, et même s'il échappe au tribunal des hommes, il n'échappera au tribunal de Dieu. Docteur Sénégan, c'est toujours facile de rejeter le tort sur les gens. C'est très facile de toujours rejeter les torts si nous-mêmes nous ne prenons pas conscience de ce que nous faisons. Tout le monde sait qu'il y a des exactions qui ont été commises par le camp Gbagbo. Ça, vous ne pouvez pas passer sous silence. Je suis en train de parler de chacun. J'ai parlé de l'Occident. Ce que l'Occident a fait, ce n'est pas civilisé. C'est criminel. Mais personne ne va les traduire. Ils ont tué beaucoup de gens. Je reviens maintenant à l'intérieur. Je dis ceci. Il y a un canevas. Moi, j'ai admiré à la veille du deuxième tour, ou à l'avant-veille, Ouattara et Gbagbo ont eu un entretien qu'on n'a jamais eu au Bénin, que je souhaite un jour cela ait lieu. Et c'était vraiment convivial. Moi, je vais souhaiter voir une Côte d'Ivoire réunifiée
avec ses fils de cette manière. Mais c'est qu'il y avait déjà le ver dans le fruit. Il n'y a pas eu de désarmement. Comment on peut aller dans les... Même Kofi Go qui représentait l'Union africaine, voilà encore les failles de l'Union africaine. Kofi Go qui représentait l'Union africaine, on a kidnappé 2 de ses militants, enfin 2 de ses membres au nord. Il a fallu Choi et son armée pour aller les libérer. Ça témoigne de ce que la situation était explosive. On ne pouvait pas voter dans un pays en guerre et la Constitution l'interdisait en Côte d'Ivoire. Je veux dire que si on vous présente cette chose dans ce contexte de guerre et des gens non désarmés, qu'il faut aller voter, c'est grave. Ok. Donc, oui. Pour conclure la partie, pour conclure la partie, c'est que je dis, il ne faut pas qu'il y ait d'impunité en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'il y ait d'impunité. Et moi, je suis contre les gouvernements d'union nationale pour faire taire les choses ou de large ouverture. Si quelqu'un gagne les élections, qu'il assume avec son équipe, les autres restent à l'opposition, et 5 ans plus tard ou 4 ans plus tard, selon les pays... Et si ça fait 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard? Mais il faut vivre, c'est ça qui manque au Bénin. Et donc vous avez parlé les gens au Bénin, il n'y a pas d'opposition. Donc Sénégal, vous avez dit qu'il n'y aura pas d'impunité, qu'il ne faudrait pas qu'il y ait impunité justement en Côte d'Ivoire.